d'adouber Kamto. En fait, pas d'adouber, d'en faire le candidat du Manidem est une décision du Manidem, prise dans les instances dirigeantes du Manidem pour justement rétablir l'équilibre. Les gens n'ont pas compris l'exclusion Baba et Ono. On m'a traité de tous les noms, d'anti-Kamto, etc. Alors que j'appliquais un principe que quand on est dans le groupe de Douala, on est impartial. Nietzsche, moi, on se connaît depuis longtemps. Il a aidé à ce que les choses aillent plus vite, dans un climat serein, sans confrontation. Jusqu'à aujourd'hui, l'aspect financier n'a jamais été au centre de nos discussions. N'a jamais même fait partie de nos discussions. Madame Arrête, bonjour. Bonjour. Voilà, il faut dire que l'actualité est dominée par cette investiture de Maurice Kamto, du professeur Maurice Kamto par le Manidem, l'Anissé Kane. Il faut dire que les deux ont pris au dépourvu tous les Camerounais. C'est ça qui fait l'actualité dans les rues bavardes. Comment vous analysez cette situation? Vous qui êtes proche de l'Anissé Kane, pardon, et ancien membre également du groupe de Douala. Oui. Comment vous analysez cette actualité? Ben, cette actualité, vue du point de vue de l'UPCiste que je suis, et Kane aussi, il a fait quelque chose dans la pure tradition des UPCistes, c'est-à-dire que quand on pense qu'une personne est bien placée pour conquérir la présidence de la République, on lui offre toutes les chances en l'investissant. Et c'est ce que Anissé a fait. Et ça, c'est dans cette tradition qui fait que on se bat contre un adversaire qui est le parti au pouvoir. Et pour se battre contre l'adversaire, on rassemble les forces qui sont susceptibles de pouvoir prendre ce pouvoir-là. Et c'est dans cette pure tradition qu'Anissé a réagi. C'est comme ça aussi que en 92, l'UPC a investi John Frundi, qui était le plus à même de conquérir la présidence de la République, et il a fait avec succès. Donc, ce que Anissé est en train de faire là, c'est la tradition de l'UPC. Créer le courant d'opinion en se disant que si cette candidature, qui a déjà par ailleurs beaucoup de sympathie, si je viens aussi ajouter ma qualité d'UPCiste et du manidémiste, on a toutes les chances d'arriver à un succès à la présidentielle d'octobre. Oui, mais l'opinion se pose la question de savoir comment ils ont pu entretenir ce secret-là, c'est-à-dire garder ces négociations qu'ils ont entamées, vous l'aviez dit tout à l'heure, depuis très longtemps. Oui, ils ont entamé les négociations il y a 5 mois. Au moins, parce que quand on fait des négociations, on les tient secrets. Ce qui est étonnant, c'est que Anissé était membre fondateur du groupe de Douala, au même titre que moi-même, que Mbaka, que Elimbi Lobé. Mais Anissé n'a pas dit qu'il était en train de négocier avec Maurice Kamto pour le choisir comme candidat du Manidem. Ça a été une surprise totale pour nous tous. Donc Anissé a maintenu le secret. Et on l'a découvert hier soir. On a cru entendre justement qu'il reçoit beaucoup d'appels venant de Yaoundé. Oui. Il a une certaine pression, oui. Certainement peut-être de certains membres du parti au pouvoir. Je crois que ça a été une grande surprise. Ça a été une grande surprise parce que d'abord, il faut dire que les militants du MRC ont toujours traité le Manidem par-dessus la jambe. Et voilà, accusé d'être un pion, par exemple, disait-il. Mais ils ont été surpris et agréablement surpris que ce soit le Manidem qui désigne leur président comme candidat du Manidem. Et ils ont été d'autant plus surpris qu'il y a beaucoup de relents de tribalisme dans ce parti, le MRC, qui pense donc que bon, les sardinards, c'est un peu tout le monde, quoi. Et qu'on ne s'attendait pas à ce que ce soit Anissé Kane qui choisissent comme candidat Maurice Kamto. Mais ça, c'est un trait politique propre aux UPCistes
depuis les pères fondateurs. C'est vrai, beaucoup de personnes se posent la question, qu'est-ce qui a bien pu motiver Anissé Kane? Quelles sont les raisons qui l'ont amené véritablement à faire confiance à professeur Maurice Kamto, lorsqu'on sait tout ce qu'il a subi et aussi tout ce dont on lui reprochait effectivement avec son parti, les adhérents du MRC ou les militants du MRC qui sont un peu trop carrés dans leur posture. Voilà. Anissé, je l'ai vu défendre sur Vision 4 l'indignation pour les propos qui ont été tenus contre Maurice Kamto. Et il était vraiment sévère. Je crois que le jeune Boni qui menait ce plateau-là, qui menait les débats, s'est plus ou moins excusé devant la colère de Anissé. Bon, quand il a fait, je me suis dit, c'est un opposant comme Kamto et qu'il est déçu qu'on tienne des propos aussi négatifs vis-à-vis d'un candidat potentiellement éligible au poste de président de la République. Mais je crois qu'à cette époque-là, les tractations avaient déjà commencé. Forcément, ça peut dire quelque chose, oui. Ouais. Mais vous n'avez pas vu venir toujours. Non, c'est hier soir que j'ai su que Anissé avait donné l'investiture à Kamto. Et j'étais un peu surprise, mais bon. Mais ils sont tellement rares quand même, les leaders politiques qui peuvent quand même garder un secret pendant longtemps. C'est-à-dire, les transactions ont lieu, mais les gens sont au courant jusqu'à la dernière minute. Mais attendez, on a vécu plus de 30 ans la clandestinité. Et donc la clandestinité vous apprend à garder les secrets. Même certains secrets. Aujourd'hui, c'est maintenant que je commence à les lâcher. En plus, contre l'avis du parti dans lequel j'ai milité. Tout simplement parce que ils disent que tout peut revenir. C'est-à-dire la grande répression contre nous. Et que je vais trop vite en lâchant des secrets. Mais je leur dis, si je ne lâche pas ces secrets, personne ne nous reconnaîtra le fait d'avoir posé tel ou tel acte positif. C'est pour ça que je dévoile tout. Voilà. Maintenant, que deviendra le MRC, les militants? Est-ce que ça ne va pas susciter peut-être la révolte de certains ou alors la colère de certains militants du MRC qui se disaient que le parti avec Maurice Kamto serait quand même élevé si jamais leur leader devenait président? S'il devient président, et qu'un jour il démissionne, et ce qui va arriver d'ailleurs, c'est qu'une fois qu'il a été investi par le Manidem, il doit démissionner du MRC. Le candidat du Manidem. Mais le MRC peut continuer sa course en s'associant au Manidem. Oui. Il n'est pas interdit qu'il y ait un autre président de rechange, mais qui va venir aux côtés du Manidem pour battre campagne pour Maurice Kamto. Et après, ce président-là, il peut conduire le MRC vers des élections qui vont suivre, les législatives et les municipales, avec l'étiquette du MRC. C'est ce qui est faisable et bénéfique au MRC. Il ne va pas disparaître parce que Maurice Kamto est parti. Le MRC va rester, mais le président a démissionné pour rejoindre le Manidem le temps de la campagne présidentielle. Est-ce que les militants du MRC vont toujours garder leur détermination, leur enthousiasme, puisqu'on sait quand même quand on fait la politique, c'est quand même pour des visées. Il y a les élections municipales et législatives qui vont arriver. Mais il faut les faire. Est-ce que tous ces gens-là auront toujours la même détermination à se dire, puisque notre leader finalement n'est plus là, le leader qu'on soutenait, il allait plutôt être investi par notre parti? Mais ils savent qu'il était obligé. Naturellement. On n'accepte pas les coalitions dans notre pays. Quand Frundi est allé aux élections, il est devenu le candidat de l'Union pour le changement. Mais il a gardé son parti parce qu'à l'époque, il ne démissionnait pas. On ne reconnaît pas les coalitions. Donc la coalition pouvait garder son nom et Maurice Kamto devenir candidat en son nom. Sauf que n'ayant pas d'élus, il était obligé de rallier le Manidem qui, lui, a des élus. Voilà. Il y a une certaine opinion qui, je vais dire, qui laisse croire que la candidature de Maurice Kamto, malgré le fait qu'il s'est fait investir par le Manidem, ne sera pas retenue
qu'en haut lieu, au niveau peut-être du Conseil constitutionnel, si jamais on constate qu'il n'a pas démissionné, il y a un délai en fait pour démissionner. Je ne sais pas si la loi a prévu des dispositions à ce sujet-là. Bon, forcément. C'est comme toi qui connais les lois. Hein? Bon, il va démissionner fatalement. Justement. Si ça n'a pas déjà été fait. Et donc, quand il démissionne, il faut qu'on enregistre qu'il a démissionné. Ce serait vraiment être de mauvaise foi que de refuser sa démission. Ça voudrait dire qu'en fait, l'administration n'est plus là pour réguler, mais l'administration est là pour torpiller certaines candidatures. Et ce qui ne serait pas normal dans un pays, un état de droit. Si Anissé Kane a fait ça, ça veut dire que Kamto démissionne et il devient le candidat du Manidem. Donc on ne peut pas lui interdire d'avoir démissionné pour devenir le candidat du Manidem. Si on le fait, ça veut dire qu'il y a un autre projet sous-marin ou sous-jacent qui vise à déstabiliser Kamto, à de lui interdire tout accès à la magistrature suprême, et ce qui serait piétiner un état de droit. Nous supposons que nous sommes toujours un état de droit, donc les petites magouilles de ce genre-là n'ont pas lieu d'être. Il faut laisser Kamto aller à l'élection. Il s'est soumis à la loi en décidant d'aller avec un autre parti et de démissionner de la présidence de son parti pour rejoindre le parti dont il va porter les couleurs. Et on l'a dit, il porte les couleurs du Manidem. Voilà. Donc, si l'État va au-delà pour lui interdire l'accès à la candidature, ce serait que le Conseil constitutionnel et les CAM et tous ces acteurs-là de l'administration sont en train de piétiner l'état de droit. Et s'ils piétinent l'état de droit, le Cameroun, le peuple camerounais aura raison de protester contre des manœuvres comme celle-là. Est-ce qu'aujourd'hui, l'attitude de ces deux leaders politiques, c'est-à-dire Anissé Kane et puis le professeur Maurice Kamto, malgré leurs divergences politiques, c'est-à-dire sur le plan politique, parce que le Manidem a sa ligne, c'est-à-dire sa vision, le MRC a sa vision, ils ont quand même, pour l'intérêt commun, décidé de former cette forme d'alliance, on va le dire, c'est-à-dire en investissant. Est-ce que c'est pas une leçon aux autres Camerounais, c'est-à-dire que ce soit la tendance justement du MRC? On a vu des gens un peu très radicaux dans le MRC qui se disaient, est-ce que c'est pas une leçon pour permettre aux Camerounais finalement d'ensemble de pouvoir coaliser et comprendre que c'est l'intérêt général qui prime? Mais c'est ça la politique. C'est ça la politique. Nous n'étions pas fondamentalement avec le SDF, mais le SDF était un parti de gauche comme nous, et il nous semblait opportun de soutenir le SDF. Aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que Anissé est un homme de gauche qui a des convictions solides, je dis très solides, d'homme de gauche. Et Kamto est un homme de droite. Il faudra donc que le projet de société que les deux hommes vont brandir devant l'opinion nationale soit un projet de société qui puisse prendre en compte les deux éléments, le parti de droite et le parti de gauche de Kane et Anissé. Voilà. C'est donc ce travail-là qui va être fait dans les prochains jours pour présenter à l'opinion nationale et internationale une vision commune sur l'avenir du Cameroun. Voilà, Madame Henriette Ekwe, merci infiniment pour cette analyse. Merci. Mesdames, Messieurs, ce fut un plaisir justement d'avoir échangé avec Madame Henriette Ekwe. Merci de vous connecter sur Echo 237. Voilà, j'espère que vous avez tellement appris derrière cette analyse et aussi vous avez eu beaucoup d'autres informations. Merci d'avoir regardé cette autre édition qui est réalisée justement en fonction de l'actualité du moment. Ce coup magistral en fait de politique qui a été donc servi au Camerounais par deux leaders politiques, Anissé Kane et Maurice Kamto. Merci de nous avoir regardé. On se retrouve très prochainement sur Echo 237, la chaîne de valeur. Je sais que nous avons un très long chemin dans notre pays à faire pour convaincre tout le monde de cette façon de penser, mais nous devons y arriver parce qu'on ne peut pas faire autrement si nous voulons construire un pays uni, un grand pays.
Donc je voudrais commencer par là, vous remercier d'avoir répondu à cette invitation. Et je voudrais aussi vous remercier pour ce que vous faites. Pour ce que vous faites, pour ce que vous êtes. Dans le contexte difficile qui est le nôtre. Et qu'il est encore plus pour vous. Parce que je sais que le monde des artistes ne reçoit pas l'accompagnement dont il a besoin, si tant est qu'il en reçoit du tout. Mais quand, dans ce dénuement, vous arrivez à avoir les performances, à sortir la tête de l'eau, à émerger, je pense que nous devons être humbles, parce que c'est d'abord un sacrifice personnel de pouvoir emprunter une voie dans un environnement qui n'est pas nécessairement celui qui amène soit à la gloire, soit à la fortune. Et vous l'empruntez d'abord parce que vous l'avez en vous-même en tant qu'artiste, mais aussi parce que vous croyez que l'art est une dimension fondamentale, incontournable de toute société humaine. Et je pense qu'il est temps que les pouvoirs publics s'intéressent à ce que vous faites, non pas seulement pour animer ponctuellement des manifestations, c'est déjà cela, mais avec une vraie politique qui permette de hisser l'art au niveau où il doit être, comme je le disais tout à l'heure. Quand vous regardez l'histoire de l'art, vous prenez quelqu'un comme Molière qui était un dramaturge. Louis XIV n'était pas forcément son ami, mais il a trouvé, mais Louis XIV le finançait. Et il écrivait, y compris les représentations à la cour, mais il trouvait les moyens de se moquer des mœurs de la cour sans heurter le roi. C'est ça l'artiste. C'est ça l'artiste. C'est celui qui arrive dans ces conditions-là, dans un tel environnement, à faire passer le message fondamental. Parce qu'en fait, il faisait quoi? Il peignait les mœurs de la cour. En fait, l'artiste est un miroir. Il vous renvoie à vous-même. Et quand il vous renvoie à vous-même, il ne doit pas aller dans le miroir chercher à enlever telle ou telle image. Il renvoie l'image de la société. Parce que c'est de cette façon-là seulement que la société se connaît mieux et améliore en fait, la manière de vivre ou de gérer. Donc c'est la deuxième raison pour laquelle vraiment je me demande toujours comment est-ce qu'ils arrivent alors que nous n'avons pas assez, par exemple, de salles de spectacle. Il ne suffit pas. On respecte ce qui est fait, le palais des congrès, le palais des sports. Je rêve du moment où on va doter, si possible, chaque quartier d'une petite salle de spectacle. Parce qu'avant de devenir une star, il faut être star de son quartier. Avant d'être une star nationale, il faut être star de son quartier. Être star nationale, être star annuelle. C'est comme ça que ça se fait. Il y a des talents, vous-même, lorsque vous serez amené à encadrer, vous allez dire, on a déniché tel à Olumboa, mais ça même au Congo ailleurs, parce qu'il a du talent, ou à Nouvelle, je ne sais pas moi, parce qu'il a du talent, mais c'est parce que vous lui demandez l'occasion de se représenter devant 50, devant 20 personnes. D'abord, qu'il arrive à faire rire 20 personnes. Alors peut-être qu'il arrivera à faire rire 100, 500, des milliers. Je pense que c'est ça. Il faut ce genre de structure. Et je voudrais ajouter à cela que lorsque l'homme public est préoccupé par la jeunesse et par le devenir de la jeunesse et aussi comment l'occuper d'une bonne manière, il ne peut pas ne pas s'intéresser à l'art parce que le champ artistique est tellement vaste, je ne vous apprends rien. J'ai parlé des humoristes, mais il y a les musiciens, il y a les peintres, il y a les sculpteurs, il y a les cinéastes, il y a, et j'en passe. Donc, imaginez que tous ces champs, ces pôles soient actifs dans la société. Comment ça peut en réalité drainer, non pas la totalité, mais une bonne partie de nos jeunes départs? Parce qu'il sait que j'ai une représentation que je vais faire dans mon quartier ce soir. Il faut que je me prépare quand même. J'ai un enregistrement que je dois faire dans un studio. Même si nous n'en mettons pas dans chaque quartier, mais au moins peut-être à l'échelle des grandes villes. Je dois me préparer. Je dois aller regarder un spectacle d'humour ce soir. Parce que ça me détend aussi. Donc au lieu de noyer dans l'alcool, on noie dans l'humour. Nos soucis. Et je pense vraiment que c'est extrêmement important. Vous voyez même que le politique a intérêt à promouvoir l'art. Parce que ça permet justement de tempérer les ardeurs sociales. Et c'est pour ça que je crois que l'une des choses
Valérie m'a posé la question l'autre jour. Il a l'habilité de me dire, tu n'as pas besoin de tout citer, c'est vrai. Mais il me demandait quelles sont les premières mesures que vous prenez. Parmi ces mesures, si j'avais déjà un projet, je ne veux pas l'élaborer à votre place, mais si un projet, parmi les premières mesures, c'est de signer le statut des artistes. De signer le statut des artistes. On en a parlé en 2018, j'en ai parlé avec d'autres personnes du monde de l'art. C'est une priorité. Il faut sécuriser les artistes. Est-ce que c'est normal que nous soyons dans une société où les gens nous font plaisir, soit par leur musique, soit par l'humour, soit par d'autres choses, et qu'à la fin, il manque une prise en charge adéquate lorsqu'il est malade. Juste. Parce qu'il n'y a pas de protection. Est-ce que c'est normal que nous soyons dans une société où, lorsqu'on a fini sa phase active d'artiste, on meurt dans le dénuement absolu. Combien d'entre vous, des artistes, arrivent à s'en sortir jusqu'à des âges avancés? Il faut toujours, je pense, j'ai vu à l'époque, quand ça a circulé, un gars là, on me disait qu'elle était à l'hôpital, il faut vraiment que nous fassions attention à ça. Et je regarde le monde de l'art au Cameroun. Moi qui aime l'art, je ne suis pas dans la flatterie. Ceux qui me connaissent savent. Quand je lui ai dit que j'ai 2 tableaux de Francis Bella, c'est pas pour faire la vantardise, je les ai acquis. Mais parce que j'aime la culture, j'aime la musique, parce que j'aime. Mais seulement, où est-ce que je trouve les peintres camerounais? J'ai acheté les tableaux de Mbela il y a quelques années. Il exposait ici à l'ancien palais présidentiel qui est devenu le musée national. C'est comme ça que je suis tombé tout à fait par hasard. Sinon, qu'est-ce qu'on vous dit? Il faut qu'une ambassade étrangère organise un petit vernissage dans son centre culturel pour qu'un ou 2 peintres camerounais aillent exposer. C'est normal. Où sont nos lieux de vernissage? Moi, j'aimerais le savoir. Je n'ai pas les moyens, mais ne serait-ce que même par ma bouche, ma présence, mes encouragements, j'aimerais dire vraiment ce que vous faites est formidable. L'artiste aussi a besoin de cela. Mais je ne sais même pas où est-ce qu'ils exposent. Il faut des salles de vernissage. Il faut des lieux de vernissage. J'aimerais voir des sculpteurs camerounais. Lorsque nous allons réellement développer une œuvre monumentale dans nos villes, c'est-à-dire en fait avoir des monuments, de mobilier monumental dans nos villes. Il ne faudra pas qu'on commande seulement à l'étranger. Parce que ce que je vois à l'heure actuelle, ce ne sont pas des monuments. C'est fait par des amateurs qui aiment bien, qui ont quelques, mais ils ne sont pas formés. Et donc quelqu'un, on vous dit, bon, ok, moi je veux un lion à 7 ans, on va vous faire un chat, je ne sais pas comment ça ressemble. Il faut vraiment qu'on travaille. Et je suis sérieux, si parmi vous, vous en avez, qui sont des peintres, des sculpteurs, qui savent, ils sont, comme le disent, j'aimerais avoir ces programmes. J'aime bien ça. Il n'est pas normal que votre clientèle ne soit que des diplomates étrangers. Il n'est pas normal que demain, les plus beaux tableaux des artistes camerounais se retrouvent seulement encore dans les musées à l'étranger. On ne pourra même plus se battre. Parce que cette fois-là, ce n'est pas à cause de la colonisation, parce que vous aurez vendu. C'est ça la vérité. Quand vous allez gagner en valeur sur le marché, les Camerounais n'auront pas vos tableaux, n'auront pas vos sculptures. Parce qu'il y a des gens qui aiment, mais qui ne savent même pas où est-ce qu'on trouve ça. Donc, moi, je pense qu'il est vraiment temps que nous regardions ces choses-là de près, que nous travaillions pour que, je parlais tout à l'heure des conditions dans lesquelles finissent les artistes, pour que peut-être quelque chose qui pourrait s'inspirer même de ce qu'on appelle ailleurs les intermittents du spectacle, peut-être puisse exister, que ça donne une petite protection à quelqu'un qui, pendant qu'il était actif et qui a produit et qui à un moment donné ne peut plus, soit par maladie, soit pour des tas de raisons. Donc, c'est extrêmement important. Je vous ai parlé de des artistes, je vous ai parlé des salles de spectacle. Ça, on va le faire. À coup sûr, parce que ça n'est pas le chapitre le plus élevé du budget d'un État. Ce n'est pas des bâtiments, je ne sais pas quoi. C'est de bonnes salles conçues avec l'aide des artistes qui doivent nous guider pour savoir comment faire une bonne salle insonorisée dans un quartier qui peut prendre 100, 200 personnes. On ne vous demande pas de faire des immeubles de 10 étages, mais pour permettre à la jeunesse à la fois de rester en tant que musicien, en tant que humoriste, en tant que théâtre, etc., etc. Ça, nous pouvons le faire. Croyez-moi, ça ne demande. Même si vous prenez seulement Yaoundé, vous voulez le faire, ça va pas vous prendre 1 milliard. 1 milliard, c'est pas au Cameroun.